Yo la team, cette fois pas besoin d'attendre un an pour une vidéo For Honor, je sais, miracle. J'ai enfin compris que faire des vidéos d'une heure me condamnait surtout à passer 20 heures devant mon logiciel de montage plutôt qu'avoir la lumière du soleil. Donc cette fois-ci, format plus court, plus régulier j'espère, un peu moins monté, et aujourd'hui on va parler de la dernière grosse mise à jour. Au menu, Harakure, la nouvelle héroïne samouraï, et surtout le fameux patch note qui m'a fait passer de Ubisoft à encore cuisiner à mais qu'est-ce que vous branlez les gars, parce que oui, cette fois on a du très très bon et du très très mauvais. Tout d'abord, niveau identité, la nouvelle addition au roster des samouraïs, vous le savez, se prénomme Harakure. Niveau lore, on apprend qu'elle était présente lors du massacre des Sohei, au banquet des Khatoun, ce qui la relie directement aux événements qui se déroulent durant cette saison. Contrairement aux guerrières plus traditionnelles de Heathmoor, Harakure incarne une approche beaucoup plus rebelle. C'est une combattante de rue qui rejette les conventions et refuse de se laisser enfermer par les règles établies. Son arrivée apporte donc une nouvelle perspective au conflit actuel, en mettant en avant un personnage davantage en rupture avec les traditions samouraïs. Comme vous pouvez le constater, côté esthétique, on est sur une muscle mommy bien vulgaire type gosse des rues, qui est très peu Nindo Samouraï et beaucoup plus vibe, je te propose un 1v1, mais en fait on débarque à 12. Niveau gameplay maintenant, les devs ont une fois de plus cook un truc de malade avec un nouveau système unique de gestion de ressources à jauge et une spécialiste du changement de cible. Alors comment ça se présente concrètement? Pour faire simple, Harakure est un assassin représentant la première vraie itération d'un archétype de personnage dit Rushdown pour For Honor. Son kit n'est pas incroyablement complexe ou dense, mais son plan de jeu principal est d'imposer une pression constante sur l'adversaire à courte distance en cherchant à prendre l'initiative et à ne jamais lui laisser le temps de respirer. C'est le step au-dessus de l'harceleur plus classique qu'on connaît déjà avec un berserker par exemple. En pratique, ça se traduit chez Harakure par l'omniprésence de coups rapides et nombreux, sous la forme notamment de légères confirmées, après presque n'importe quelle attaque qui touche, et comptant comme un opener, lui permettant donc de reset sa chaîne. De plus, toutes ces attaques sans exception sont dites enhanced, sauf ces light openers. Comprenez ici que vos attaques ne vont jamais rebondir sur la garde adverse, même vos attaques légères, vous pourrez toujours continuer d'attaquer. Du point de vue offensif, Harakure possède 3 options majeures accessibles concrètement après n'importe quel opener. Un bash classique en 800 millisecondes, infligeant des dégâts directs. Évidemment, qui dit bash en 800 ms dit option de feinte disponible, donc créant le premier mix-up. Un bash plus rapide en 500 millisecondes, débouchant sur une suite de coups spectaculaires et créant un 50-50 avec ses lourdes inesquivables. Soit comme second mix-up, le grand classique du mix-up orange-bleu, en référence à la couleur des deux attaques qui s'opposent ici. Et enfin, une light rapide en 400 ms venant constituer l'ultime mix-up du personnage, cette dernière étant trop rapide pour être réagissable. Évidemment, vu que vous n'êtes pas bête, vous avez remarqué que j'ai mentionné 2 bashs en combos différents. La transition est donc toute trouvée pour vous parler des attaques jumelles, le nom des attaques spéciales auxquelles a accès Harakure lorsqu'elle appuie sur une touche en maintenant le stick gauche vers l'arrière. On retrouve notamment parmi ces attaques toutes celles que j'ai mentionnées afin de créer un mix-up. Maintenir arrière plus lourde donne accès aux lourdes inesquivables. Maintenir arrière plus légère donne accès aux légères en 400 millisecondes et maintenir arrière plus brise-garde donne accès aux bashs rapides de 500 millisecondes. A l'inverse de ces attaques classiques, les attaques jumelles ne peuvent pas confirmer de légères garanties après avoir touché. À la place, Harakure peut cancel le recovery de la light en 400 millisecondes avec une esquive afin de conserver sa pression. Enfin, qui dit cancel en esquive dit encore une superbe transition toute trouvée pour parler de ses options sur esquive justement. De ce côté-là, on a évidemment les classiques dodge attack ainsi que le deflect, mais aussi un bash rapide sur dash avant qui vient littéralement te casser les couilles et qui crée un mix-up avec la light sur dash avant qui elle est inesquivable. Vous l'aurez compris, on est donc ici sur un personnage qui, pour le dire crûment, vous rentre dedans sans détour. Elle fonce et vous martèle de coups en vous enchaînant non-stop avec ses différentes options offensives. Rapide, nerveuse, typique du personnage rushdown par excellence, Harakure troque toutes ses options défensives pour un cassage de gueule en règle. Mais là, je te vois derrière ton écran et tu te dis, mais frérot, c'est quoi du coup cette barre de con dont t'as toujours pas parlé sous le widget de la garde? Eh ben je vais te répondre, jeune Margoulin, alors écoute bien, cette barre sur le HUD de Harakure, c'est la mécanique unique du héros qui vient lui donner tout son sel. Portant le doux nom de jauge d'impact ou de jauge de combo si tu préfères, c'est une barre qui se remplit au fur et à mesure que tu infliges des coups à ton adversaire. Une fois un certain seuil de la barre atteint, respectivement 50 et 100%, le kit de Harakure est amélioré. En effet, les attaques jumelles, toutes sans exception, se voient obtenir des propriétés supplémentaires. À 50% de la barre, Harakure rentre en mode assaut. Toutes ces attaques jumelles se voient appliquer de l'armure, donc que ce soit l'inesquivable qui vient sous armure, les light en 400 ms ou le bash. De plus, ce dernier se voit aussi appliquer un bouclier équivalent à 70% de la vie totale du héros, le temps de son exécution. À 100% de la barre maintenant, Harakure rentre en mode ultime. Elle conserve l'armure du mode précédent, mais en prime, voit ses attaques devenir imbloquables. Oui, vous avez bien entendu, en mode ultime, cela signifie que Harakure possède une lourde inesquivable et imbloquable et sous armure. Ça fait beaucoup là, non? Et pour ce qui est du bash, en plus du bouclier, l'hyper armure devient de la super armure. Comprenez ici une armure vous rendant littéralement insensible à tout, y compris les bashs, un peu comme le mode vengeance. Vous l'aurez donc compris, on est ici sur une mécanique parfaitement complémentaire avec le kit de base du héros. On est
est pile dans la thématique. l'Harakure est faite pour vous rentrer dedans, et plus elle vous rentre dedans, plus elle est récompensée par sa jauge, qui la rend de plus en plus forte. Et autant dire qu'en mode ultime, avoir des lights en 400 millisecondes, sous armure, imbloquables, et qui en prime peuvent être recovery cancel en esquive, bah ça promet d'envoyer du pâté. Évidemment, la jauge d'impact de l'Harakure se vide progressivement si elle ne se bat pas pendant un court laps de temps. Maintenant que cette première mécanique unique est explicitée, on va pouvoir passer à la seconde, ses attaques déchaînées. En effet, si vous avez prêté attention aux images qui défilent en fond et à ce que je vous raconte, vous vous souvenez certainement que je vous ai dit que cette nouvelle guerrière est une spécialiste du changement de cible. Eh bien, les attaques déchaînées en sont la raison. Pour faire simple, lorsque l'Harakure change de cible après avoir touché une première cible, ses attaques classiques changent afin de faire en sorte que sa très courte portée et son design rushdown puissent fonctionner en 4v4. Concrètement, ces attaques gagnent grandement en portée, faisant grosso modo dasher rapidement l'Harakure en direction de sa nouvelle cible. Si tu utilises une attaque lourde, tu obtiens la plus longue portée disponible. Une attaque légère te donne une portée moyenne, et le bash te donne la portée la plus courte, mais devient aussi plus rapide. Évidemment, dans l'absolu, ces attaques n'ont rien de spécial, mais elles scale avec la jauge d'impact du héros. Par conséquent, en mode ultime, l'Harakure en teamfight est un héros qui va dasher non-stop entre chaque cible, avec des attaques imbloquables et sous armure. Les images sont assez parlantes pour le coup, ça a sacrément de la gueule. Côté feat, le tier 1 est un passif qui buff légèrement les dégâts de l'Harakure lorsqu'elle utilise une attaque déchaînée. Le tier 2 est un actif qui crée un debuff d'attaque en zone de plus en plus lourd selon le niveau de la jauge d'impact. 10% en dessous de 50% de jauge, 20% en mode assaut et 30% en mode ultime. Temps de récupération 2 minutes. Le tier 3 est également un actif qui soigne et purifie l'Harakure selon sa jauge d'impact. La purification retire toujours tous les effets négatifs, mais le soin lui est de 15, 30 ou 45 HP selon le palier. Temps de récupération 3 minutes. Et enfin, le tier 4 est un actif encore une fois, qui charge la jauge d'impact à fond et offre aux alliés à proximité pendant 20 secondes des légères améliorées, de l'armure sur leur lourde et une endurance infinie. D'un point de vue personnel, je pense être sur un très joli 8 sur 10 sur l'échelle de la hype. Ça faisait très longtemps que j'attendais l'arrivée d'un héros capable de réellement se battre corps à corps, façon pur combattant au point. Et clairement, avec des tonfas, on est probablement sur ce qui se rapproche le plus dans For Honor de simples gants de boxe ou de points américains. Côté gameplay, c'est également exactement ce que j'espérais d'un personnage de ce style. Un héros agressif, nerveux, basé sur des enchaînements rapides et des gros combos, autant que For Honor puisse le permettre. Et autant dire qu'avec son kit de base, combiné à toute l'identité apportée par sa mécanique de jauge d'impact, on est pour moi face à une vraie réussite, du moins une réussite thématique. Sans même avoir encore pu mettre les mains dessus, on ressent déjà à quel point réussir un round parfait avec un kit pareil doit être incroyablement satisfaisant. Chaque décision semble avoir son importance et chaque ouverture peut potentiellement mener à une séquence explosive. De plus, le twist apporté par ces attaques déchaînées ont fait également l'un des rares personnages dont j'ai vraiment envie de découvrir le potentiel en teamfight. Foncer dans tous les sens, distribuer des patates à droite et à gauche, tout en se repositionnant constamment grâce à son mode ultime, doit procurer des sensations absolument folles, un véritable shot d'adrénaline. On sent clairement qu'on est face à un kit dont la complexité ne viendra pas forcément d'une multitude de mécaniques différentes, mais plutôt de sa nervosité, un gameplay qui semble capable de te forcer à prendre un nombre incalculable de décisions en quelques secondes. Bref, j'ai extrêmement hâte quand même. En revanche, malheureusement, je ne peux pas encore lui attribuer un 9 sur 10 comme la hype que j'avais pour la Virtuosa ou le 10 sur 10 qui a été le Juren à mes yeux. Tout simplement parce que je garde encore de grosses réserves concernant la viabilité de son kit en 1v1 dans un jeu qui, encore aujourd'hui, refuse malheureusement de réellement équilibrer ses modes séparément. Car il est difficile d'ignorer que certaines mécaniques de l'Harakure semblent révéler toute leur profondeur principalement en 4v4. Sa jauge d'impact, par exemple, est absolument géniale sur le papier, mais c'est aussi une mécanique qui possède un potentiel de polarisation extrêmement élevé. Il n'est pas difficile d'imaginer une situation où la différence de puissance entre une Harakure en mode normal et une Harakure ayant accès à son mode ultime pourrait être énorme, voire presque disproportionnée. Et c'est là que j'ai plusieurs questions qui restent encore en suspens. La première concerne évidemment le remplissage de cette jauge, parce qu'autant en 4v4, il est facile d'imaginer une multitude de situations où elle pourra se charger naturellement au milieu d'un combat chaotique, autant en duel, la question devient beaucoup plus compliquée. Si je dois infliger, imaginons, une quinzaine de coups à mon adversaire avant d'avoir accès à mon plein potentiel, on risque très vite de tomber dans deux extrêmes. D'un côté, putain, mais il faut que je tape beaucoup trop longtemps avant de pouvoir jouer mon personnage, et de l'autre, putain, mais mon adversaire est déjà mort, à quoi sert ma jauge? Et encore une fois, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo déjà, ce problème pourrait être réglé sans difficulté dans un autre contexte. Si For Honor acceptait enfin de séparer l'équilibrage du 1v1 et celui du 4v4, il serait totalement possible d'ajuster des valeurs comme la vitesse de remplissage de la jauge selon le mode de jeu. Une mécanique pourrait être pensée pour fonctionner parfaitement dans les deux environnements, sans devoir sacrifier l'un pour équilibrer l'autre. De plus, toujours concernant sa viabilité en 1v1, il est évidemment encore trop tôt pour tirer des conclusions. Cela dit, la vidéo de frame check de Freeze permet déjà de se faire une idée un peu plus précise, et je dois avouer que certains points me rendent sceptique. Autant ces mix-ups semblent solides par exemple, autant les 900 millisecondes de recovery annoncés sur le bash en dash avant me paraissent étonnamment élevés. Avec un recovery cancel limité au dodge avant sur la light jumelle, et surtout un bash qui ne garantit que des dégâts assez modestes, il est difficile de justifier une punition aussi sévère qu'un brise-garde. À ma connaissance, aucun autre héros ne s'expose à une sanction aussi lourde pour un bash de ce type. Évidemment, tout est à prendre avec des pincettes, puisqu'Ubisoft a très bien pu modifier certains timings entre l'early access et la sortie officielle du héros. Mais si ces valeurs
valeurs restent inchangées, c'est tout de même assez inquiétant. Bref, vous l'aurez compris, je suis extrêmement hypé par Lara Kouré. Son gameplay semble cocher énormément de cases que j'attendais, et encore une fois, difficile de ne pas crier chapeau bas à l'équipe d'Ubisoft Montréal, qui même 10 ans plus tard continue de m'époustoufler. Mais j'ai également une petite crainte, celle de voir une nouvelle fois mon mode de jeu de prédilection être mis de côté au profit d'un autre, avec un personnage qui finirait par être retenu ou compromis à cause de contraintes d'équilibrage qui n'auraient pas lieu d'être si les modes étaient traités séparément. J'espère sincèrement me tromper. Oui, je vous avais prévenu, sans transition, on passe au gros coup de gueule de la vidéo. Parce qu'autant le début du War's Den m'avait vendu du rêve avec Lara Kouré, malgré quelques petites réserves, autant la fin m'a donné envie de mettre une énorme patate dans mon écran. Donc je vous préviens, là on n'est plus du tout dans du suçage d'Ubisoft. Bon, déjà, nerf de la garde Vareg et de l'Orochi. Qui est surpris? Absolument personne. Car ici, Ubisoft a écouté ses joueurs compétitifs et a fait son boulot. Après avoir déjà cassé les genoux de la pirate et nerfé le Tiandi, ils continuent de faire descendre les gros top tiers de leur piédestal en réduisant leur puissance en teamfight. D'ailleurs, si vous regardez la tier list de Blitz, ancien champion compétitif en Dominion, que je vous avais déjà montré dans ma dernière vidéo, ces changements sont parfaitement logiques. Ces héros dominaient complètement au plus haut niveau de jeu, et quand le faker de ton jeu te dit qu'un perso est broken, bah spoiler alert poteau, c'est qu'il est certainement broken. Du côté de la garde Vareg, elle s'est fait grosso modo ouvrir en deux, elle n'a plus de crush counter ni de défense améliorée sur ses attaques en esquive comme avant, elle a eu des timings normalisés, bref, je vous épargne les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne pourra plus tenir un teamfight à elle toute seule pendant 3 plombes en prenant tout le monde en otage. Et comme je déteste probablement ce que je considère comme étant le perso le plus chiant du jeu, quoi, j'ai qu'une seule chose à dire, Cheh. Pour ce qui est de l'Orochi, c'est un peu plus compliqué. Il ne peut désormais plus faire de dodge recovery cancel après une attaque en esquive. En gros, fini le mode je traverse toute la map en dashant partout. Bon évidemment, je le chambre un peu, mais oui, c'était trop fort en 4v4, donc ça dégage. En compensation, l'attaque devient enhanced et le traitement apporté au berserker est d'ailleurs exactement le même, ce qui est plutôt cohérent. À côté de ça, la zone de l'Orochi perd en hitbox, pourquoi pas. Le deflect passe sur l'attaque lourde, logique aussi, parce que bon, les deflects involontaires, c'était pas super génial. Par contre, le kunai, là, je suis pas sûr de comprendre. Il est devenu beaucoup plus lent à lancer, mais 2 fois plus de temps à revenir, t'empêche d'enchaîner pendant une éternité, et en compensation, il fait juste 5 de dégâts de plus. Super. Le truc cool avec le kunai, c'était justement qu'il faisait partie intégrante du kit du héros. Tu pouvais le lancer en plein combo, après une feinte, pour interrompre une attaque, bref, c'était un vrai outil. Là, ils l'ont transformé en simple projectile qu'on balance de temps en temps. Oui, c'est sûrement plus équilibré, mais qu'est-ce que c'est moins fun? Ils auraient simplement pu réduire ses dégâts ou augmenter légèrement son cooldown. Mais le vrai problème surtout de ce nerf Orochi, c'est qu'encore une fois, un personnage moyen en duel se fait nerfer parce qu'il est trop fort en 4v4. Et j'en ai plein le cul. Sous prétexte que l'Orochi faisait zoom avec ses esquives en Dominion, il perd cette mécanique partout, y compris en 1v1. Résultat, un héros déjà bêtière se fait retirer un des rares outils qui lui permettait de gérer un minimum les adversaires blindés d'armure. C'est vraiment super génial. Résultat, l'Orochi devient encore plus moyen en duel. Cool. Merci les gars, franchement ça marche super bien d'équilibrer le 1v1 et le 4v4 en même temps, ça pose vraiment jamais aucun problème, lol. Mais bon, vous savez quoi? En fait, c'est pas grave. Parce que l'avantage, quand tu fais de la merde, c'est que si derrière, tu fais encore plus de merde, tout le monde oublie la première merde que t'as fait. Et cette immense bouse, mesdames et messieurs, c'est le nerf Juren. Le frérot vient littéralement de se faire exploser les rotules. Et vous savez pourquoi? Bah déjà à 50% parce qu'on ne peut pas équilibrer correctement le 1v1 et le 4v4 avec les mêmes changements, parce que bon voilà, le Juren n'était pas particulièrement trop fort en 1v1, mais il posait des problèmes en 4v4. Et à 50% parce que les pleureuses ont passé 6 mois à chialer sur Reddit. Donc, si je résume, d'un côté Ubisoft est capable de cibler des nerfs ultra précis pour satisfaire uniquement la scène compétitive. Donc là on l'a vu avec les changements sur l'Orochi, la garde Vareg, la pirate, le Tiandi, etc. Ou alors, comme on l'a déjà vu avant aussi avec les fenêtres de parade de pirates et de gladiateurs qui changent et tout. Mais de l'autre, si après 6 mois, les gold continuent de spam Juren t'es OP, please nerf sur les réseaux, alors là, tant pis, on jette toute l'idée du personnage à la poubelle, parce qu'apparemment, préserver le design d'un héros, c'est moins important que de calmer Reddit. C'est fascinant. Alors concrètement, c'est quoi le changement? Le concept du Juren, pour ceux qui ne savaient pas, c'était d'avoir 2 attaques sur le même input, selon que tu appuies ou que tu maintiens ta touche. Et bah spoiler alert, plus maintenant. Voilà. Sur la dodge attack et sur la light opener, il n'y a plus. Voilà, ils ont supprimé la moitié du concept. À partir de maintenant, si tu maintiens ta dodge attack, tu fais juste une dodge attack normale, rapide, 16 de dégâts, pas feintable, pas imbloquable, pas vulnérable au GB, rien. En gros, tu as maintenant le choix entre une dodge attack ou une dodge attack avec une autre animation.
Waouh, mais c'est incroyable, trop bien, trop joli. Au pire, faites pareil avec tout le kit du héros. Hein. Côté t'as une light, de l'autre t'as une light avec le bras gauche, une heavy, mais en tournant un peu plus sur toi-même. Comme ça on est tranquille. Visiblement, on n'est pas dans un jeu de combat, on est dans un cours d'art plastique. Et ça me trouve le cul. À chaque fois qu'un personnage propose enfin une mécanique un peu originale, ça hurle au cancer. Alors que quand tu demandes pourquoi, bizarrement, ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. T'entends des trucs du genre, il va trop vite. Bah non. Il fait trop mal. Bah non plus. On a les frame data, on a les valeurs de dégâts, on peut comparer. Donc quand les chiffres disent l'inverse de ce que tu racontes, le problème, c'est peut-être pas le héros. Hein. C'est peut-être juste que tu comprends pas pourquoi tu perds. Et malgré ça, Ubisoft a attendu 6 mois. Ils ont laissé le temps aux joueurs de s'adapter. Ils ont fait quelques petits nerfs, voilà, par-ci par-là, qui étaient nécessaires au début. Hein, voilà. Et au début, la parade de l'autre faisait trop de damage parce que 5 de dégâts en plus sur le push, ça n'était pas nécessaire. Il y a des petits soucis. Ils ont ralenti certaines animations qui allaient un peu trop vite. Ils ont attendu, ils ont laissé parler les joueurs compétitifs, mais malgré tout, ils ont fini par céder à la vindicte populaire. Pas parce que le héros était ingérable, mais parce que les plaintes ne s'arrêtaient simplement jamais. Et je trouve ça d'une faiblesse incroyable. Le pire, c'est l'explication donnée par JC en stream concernant les dodge attacks. En gros, ce qu'il dit, c'est c'était pénible parce qu'il fallait faire un read supplémentaire. Bon alors déjà, merci JC de propager des fausses informations. Et ensuite, ah bon, genre c'est chiant de devoir faire un read dans un jeu de combat. Merde alors! Moi qui pensais que c'était justement le principe. Alors, moi ma question elle est simple. Dans ce cas, est-ce qu'on ne devrait pas aussi enlever les Crushing Counter? Non, parce que là aussi, quand je feinte une lourde en GB, faut que je pense au fait que le mec puisse balancer une light à la place. C'est un read supplémentaire. Donc est-ce qu'on supprime? Ah mais non, mais t'es trop malhonnête, Trank, les Crushing Counter, ils ont un ratio read récompense moins bon. Ah bon? Ah oui, vraiment, on est sûr? Pourtant, attention, on part sur une explication. Je vous préviens, si je fais le read contre un mec qui a un Crushing Counter, ok? Si je fais le read que tu vas light, soit j'ai raison et je chope une parade de light, donc je gagne une lourde. Soit j'ai tort et je me prends une lourde dans la gueule, ok? Si je fais le read que tu lourdes, soit j'ai raison et je te mets un GB et donc je gagne une lourde, soit j'ai tort et je me prends une light dans la gueule. Donc, dans la situation où je fais le bon read, soit je gagne une lourde par le biais d'une parade de light, soit je gagne une lourde par le biais d'un GB. Et dans la situation où je fais le mauvais read, soit je me prends une lourde dans la gueule en essayant de parer au mauvais timing, soit je me prends une light dans la gueule en essayant de mettre un GB. Maintenant, attention, c'est là qu'il va falloir connecter les neurones, les gars. Prenons l'exemple de la fameuse double esquive du Juren qui a été complètement supprimée. À l'époque, si je fais le read que tu dodge attack normalement, soit j'ai raison et je gagne une lourde grâce à la parade, soit j'ai tort et je prends la dodge attack imbloquable dans la tronche, équivalent à un peu moins qu'une lourde en neutral, mais je vais vous la compter comme une lourde classique pour simplifier, même si c'est même pas le cas. Maintenant, si je fais le read que tu dodge attack imbloquable, soit j'ai raison et je gagne une lourde grâce au GB, soit j'ai tort et je me prends la dodge attack normale dans la gueule, qui est l'équivalent d'une light. Donc, dans la situation où je fais le bon read, attention, va falloir se rappeler de ce que j'ai dit il y a 10 secondes, soit je gagne une lourde par le biais d'une parade de light, soit je gagne une lourde par le biais d'un GB. Et dans la situation où je fais le mauvais read, soit je me prends une lourde dans la gueule en essayant de parer au mauvais timing, je me prends l'imbloquable, soit je me prends une light dans la gueule en essayant de mettre un GB. Oh bah ça alors! Mais ce serait pas exactement la même chose qu'avec un Crushing Counter, ma petite dame? Eh ben si, en fait. Lol. Alors attention, je suis pas en train de dire que ces deux mécaniques sont strictement identiques. Évidemment qu'elles ont des différences. Une dodge attack, c'est plus universel qu'un Crushing Counter par exemple. Elle perd contre les inesquivables, alors que le Crushing Counter perd contre des imbloquables par exemple. Et ces dernières sont globalement moins fréquentes. Donc oui, on peut parfaitement argumenter qu'il fallait ajuster la mécanique. Mais entre l'ajuster et supprimer carrément une des deux options qui faisait toute l'identité du personnage, il y avait peut-être 2 ou 3 solutions intermédiaires. Par exemple, je sais pas, baisser les dégâts de la version imbloquable. Au hasard, je dis ça comme ça. Même si techniquement sur le papier, il le mérite pas tant que ça, si ça a trop de success rate, si ça touche trop souvent et qu'il faut aussi faire un peu plaisir aux gens à bas level, on peut réduire les dégâts. Ok, on peut augmenter encore la vulnérabilité au GB, on peut ralentir encore l'attaque, on peut faire plein de trucs. Mais bon. Et pour ce qui est de la light opener maintenant, Ubisoft retire tout simplement son armure. Pour la remplacer par quoi? Absolument rien en fait. Enfin, si, pardon, elle est désormais enhanced, donc elle ne rebondit plus sur ta garde adverse. Voilà. Autrement dit, le coup devient littéralement inutile. C'est-à-dire que la seule petite utilité que tu peux lui trouver peut-être, c'est sa hitbox en 4v4 pour taper un mec sur ta droite avec le coup. Mais bon, c'est clairement, ça fait pas rêver, autant utiliser la dodge attack maintenue lol. Alors, est-ce que je peux comprendre ce nerf? Oui, évidemment, une light opener avec de l'armure donnait à Juren un excellent outil pour reprendre le frame advantage et lui permettait de répondre à certains mix-up avec une option défensive que quasiment aucun autre héros ne possède. Même si cette option restait punissable sur une bonne lecture, je peux comprendre parfaitement que certains match-ups soient frustrants, puisqu'ils obligeaient parfois à respecter le Juren davantage que le reste du roster. Donc dans les faits, cette attaque fonctionnait un peu comme une dodge attack. Il fallait souvent feinter en neutral pour la parer, y compris contre certains bash ou mix-up bash inesquivables, parfois avec des timings particulièrement exigeants. Mais en revanche, il existait des solutions bien plus élégantes que de juste supprimer l'option complètement, comme par exemple
la ralentir, lui donner de l'armure qui proc plus tard, faire en sorte que ça te donne juste un très court shield, ou que ça fasse moins de dégâts, ou une très courte damage réduction. Je sais pas, en fait, il y avait plein d'options pour rendre cette attaque toujours utilisable, plutôt que juste littéralement la supprimer. Parce que là, ça sert à quoi que l'attaque soit dans le jeu? Ça ne sert strictement plus à rien. Et je tiens à rappeler que si jamais vous cherchez des trucs assez similaires dans le jeu, l'attaque de zone du Shugoki, c'est 600 millisecondes sous armure. Alors l'armure proc plus tard, ça je vous l'accorde, mais j'aurais préféré voir le Juren pareil, avoir son armure qui proc plus tard, plutôt que on supprime complètement l'armure. Ça n'a aucun sens. Et surtout, on le remplace par rien, alors qu'on pourrait remplacer par une Crushing Counter. Donc franchement, avec une Crushing Counter en 633 ms qui ne chaîne même pas derrière, on règle franchement le problème de trade avec absolument tout, y compris les imbloquables, tout en conservant une mécanique intéressante. Et on aurait du mal à qualifier ça de cancer, vu que ce serait pareil que n'importe quel autre Crushing Counter. Donc ça aurait été 1000 fois plus élégant de faire ça. Mais à la place, vous avez tout supprimé. D'accord. Bref, le patch note contient aussi un léger buff du Jongjun et un petit nerf du Sohei, mais rien qui mérite qu'on s'y attarde davantage. Au final, cette TU2 de la saison 2 de l'année 10 me laisse un goût très doux amer. D'un côté, Lara Kure a l'air extrêmement prometteuse. Une fois de plus, les développeurs montrent qu'ils savent encore créer des héros originaux avec de vraies idées de gameplay. Mais de l'autre, ils accompagnent cette sortie d'un patch note qui, à mes yeux, massacre l'une des meilleures additions au roster depuis des années. Et encore une fois, on retrouve ce problème récurrent de vouloir équilibrer le 1v1 et le 4v4 avec exactement les mêmes changements. Le cas du Juren est simplement honteux à mes yeux. J'ai du mal à croire qu'après près de 10 ans à équilibrer le jeu, il soit encore possible de faire des nerfs aussi drastiques du jour au lendemain. Et qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas tant le fait qu'il soit nerfé qui me dérange, c'est la manière. Je déteste voir les développeurs abandonner progressivement l'identité d'un héros pour calmer les plaintes des joueurs les moins expérimentés. Parce que l'histoire nous a déjà montré où ça mène en fait. Un personnage finit par devenir médiocre à haut niveau, puis il reste abandonné pendant parfois plusieurs années avant d'obtenir le moindre buff. Et surtout, cette philosophie rend les patch notes incohérents. D'un côté, Ubisoft est capable de cibler des problèmes qui n'existent pratiquement qu'au plus haut niveau compétitif, comme avec les nerfs de la garde Vareg ou de l'Orochi en teamfight, et de l'autre, il n'hésite pas à complètement dénaturer un personnage comme le Juren, alors qu'il était certes très fort, mais loin d'être intouchable, notamment en duel où il était simplement un très bon personnage. Donc qu'on soit clair, je ne pense pas que le Juren va devenir mauvais, je ne pense pas non plus qu'il ne méritait aucun nerf, mais sacrifier une mécanique qui constitue le cœur même du personnage simplement pour lisser son gameplay, je trouve ça profondément dommage. Il existait énormément d'alternatives. Réduire les dégâts, retirer la possibilité de feinter, supprimer uniquement le caractère imbloquable. Bref, toucher à la puissance du move plutôt que d'effacer purement et simplement son identité. Et c'est probablement ça qui me déçoit le plus. Pas le nerf en soi, c'est le message qu'il renvoie. Bref, c'était Trink, merci une fois de plus de m'avoir écouté, et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je suis fait dans ma bulle toute la semaine. Plus tard je veux faire des sous comme Pelé. Elle me dit je vais t'écouter le soir sur CD. Si ça rapporte tu le sais on le fait.